Bonjour Pierre Fracoviac. Bonjour. Tu es inspecteur honoraire de l'éducation nationale et auteur, en particulier sur Educavox, avec un billet hebdomadaire particulièrement lu et attendu. Je pense qu'il faut préciser que ces billets doivent faire l'objet prochainement d'une publication. La date est arrêtée, comment ça se passait? En janvier, normalement, à la chronique sociale, avec une préface d'André Jourdan et une postface de Philippe Mérieux. Il doit pas y avoir des petits dessins? Chaque billet publié depuis la rentrée, depuis janvier, sera publié en alternance avec des dessins, des bandes dessinées, qui ne seront pas que d'une illustration, mais qui seront aussi un point de vue des dessins de Jacques Rissot, un directeur d'école encore en activité. Alors, aujourd'hui, à la deuxième rencontre au doigt et à l'œil organisée par l'ANAE à Senon, au Rocher Palmer, tu avais une double mission. Première mission, mettre en perspective la journée, et en fait, ta mission, c'était en fait d'être le grand témoin de cette journée. Et en fin de journée, tu devais faire une analyse transversale de tout ce qui s'est passé dans ce Rocher Palmer, et Dieu sait si effectivement ça a été plutôt dense. Moi, c'est ce que tu nous as dit et ce sur quoi tu as insisté. Alors, bon, tu viens de faire ce compte-rendu, tu viens de faire cette analyse. Moi, j'ai retenu deux choses. Premièrement, tu nous as dit que tu avais été enthousiasmé, curieux, interrogatif, mais malgré tout sceptique. En quelques mots, tu nous expliques pourquoi? Oui, parfois sceptique, volontairement sceptique, un peu dans l'esprit de faire l'avocat du diable, pour pousser à approfondir la réflexion, et pour pousser à une certaine lucidité, et pour éviter de tomber dans les effets de mode ou dans l'attachement à l'apparence. Donc, lorsque je dis que je suis sceptique, c'est plutôt parce que je suis évidemment très attaché au développement du numérique et des technologies nouvelles à l'école, c'est une évidence. Et puis, de toute façon, la société étant telle qu'elle est, évoluant comme elle évolue, ce serait complètement idiot de les ignorer. Donc, je ne suis pas du tout hostile. Pour autant, j'aimerais que dans tous les actes pédagogiques et à tous les niveaux, régulièrement on se pose la question, qu'est-ce que ça change par rapport à une pratique classique sans numérique, sans outils, sans appareil? Qu'est-ce que ça change vraiment? Et ma préoccupation principale, c'est qu'est-ce que ça change vraiment pour l'élève? Et autrement dit, qu'est-ce qu'il fait de différent? En quoi il a plus de possibilités de réfléchir, de s'exprimer, d'analyser les situations que sans ces outils contemporains et modernes. Et c'est un problème très préoccupant compte tenu du coût de l'investissement, on l'a vu dans une des tables rondes, compte tenu du rôle des collectivités territoriales, de leur investissement, etc. C'est un problème quand même extrêmement important. Si ça ne change pas grand-chose, si c'est que pour de l'administration, de la gestion, de la communication avec les familles, et que ça ne change pas l'acte pédagogique fondamentalement, la façon de faire l'école ou de conduire les apprentissages, on peut s'interroger sur la plus-value apportée par un tel investissement. Et donc je suis très attentif à ça, adhérent, attentif aux expériences de tous les enseignants, on l'a vu dans les forums et dans les ateliers, sont d'une richesse considérable, leur imagination, leur volontarisme, etc. D'autant plus admiratif que le contexte du fonctionnement de l'école aujourd'hui ne conduit pas à les enthousiasmer. Ils sont plutôt en souffrance, en général, les enseignants. Ce qui d'ailleurs m'a étonné encore aujourd'hui, c'est que dans un contexte où ils sont en souffrance pour des raisons quantitatives, qualitatives, de programmes et de mauvais positionnement dans la société, malgré tout ce contexte un peu démoralisant, ils sont capables de faire des essais, d'expérimenter, d'innover, d'échanger entre eux, de rechercher, à la limite parfois contre eux-mêmes ou indépendamment du fonctionnement de la pyramide hiérarchique. Et ça, c'est tout à fait admirable. Ta vision transversale de la journée, tu l'as résumée en deux mots, plus un troisième que tu as ajouté. Ces deux mots, c'est intelligence d'une part, savoir d'autre part,
et tu as ajouté comme troisième mot le mot pédagogie. Alors, sans développer en détail l'ensemble des raisons qui t'ont poussé à proposer ces trois mots comme axe transversal de la journée, donne-nous quand même quelques éclairages. Moi, j'ai retenu au moins sur un point. Tu as dit quelque chose qui m'a frappé. Je résume, il faut revenir sur l'idée centrale des lois de 89, remettre l'élève au centre. Oui, puisque tout ce que j'ai entendu aujourd'hui me conduit à penser que, d'une part, compte tenu du développement des savoirs extérieurs à l'école, du développement des compétences acquises dans les réseaux sociaux entre les élèves eux-mêmes, en dehors de l'institution scolaire et en dehors des programmes scolaires, il faudra bien que l'on prenne davantage en compte la place de l'élève. Donc je suis de ceux qui prônent un retour au concept de l'élève dont on s'est moqué à tort, parce qu'on n'a pas évalué, on n'a pas eu le temps, de la loi de 89 qui prônait l'élève au centre du système. Au deuxième volet, je dois dire que c'était une des raisons de ma participation aujourd'hui. D'abord l'amitié pour Michel Laurissergue et Marcel Desvergnes, et puis pour toute l'équipe d'Anaël et du Cabox, bien sûr, mais au-delà, j'avoue que j'étais emballé par le titre, par le thème de la journée, de l'intelligence au bout des doigts, et donc qui associe l'action sur le réel, mais aussi l'action sur le clavier, l'action sur des objets, etc., et le développement de l'intelligence. Le thème m'a séduit, m'a vraiment emballé, et j'ai écrit d'ailleurs dans plusieurs billets des choses sur cette question-là parce que ça m'avait inspiré. Je crois qu'il faudra, dans un contexte où les savoirs prennent des proportions exponentielles, que se développent de façon exponentielle, il faudra qu'on fasse dans le système éducatif une place au développement de l'intelligence. J'ai l'habitude de dire tout simplement pourquoi on fait de la grammaire, pourquoi de la conjugaison, pourquoi de la physique, etc. Si l'école n'utilise pas ces pratiques pour développer l'intelligence de tous les individus, à quoi sert-elle? Or, on n'en parle pratiquement jamais. En quoi, quand on fait une belle leçon sur l'adjectif ou sur les volcans, ou que sais-je, ou sur l'addition, on a développé l'intelligence. Aujourd'hui, dans les ateliers, dans les forums, dans les conférences, dans les interventions, ce problème a surgi de nombreuses fois. Il faudra qu'on aille plus loin, sans doute, peut-être dans les prochains forums. Il faudra qu'on approfondisse cette question et qu'on ose afficher dans un socle de connaissances et de compétences revues cette ambition de considérer que tout le monde est intelligent et qu'il n'y a pas d'intelligence spécifique, il y a une intelligence globale, au sens, je le disais tout à l'heure, d'Edgar Morin, et que tout être a la capacité de développer pendant toute sa vie même son intelligence. Et le titre, j'y reviens parce qu'il m'avait vraiment enthousiasmé, de l'intelligence au bout des doigts. Ça rappelle les vieux principes de Wallon, les plus grands pédagogues de notre histoire, qui associaient toujours l'action sur les objets, sur les images, etc., les représentations et le langage sûr, en développant sa réflexion sur l'articulation entre le développement, entre l'action, le langage et la pensée, le développement de la pensée. Oui, tu dis que l'acquisition des élèves à l'extérieur de l'école n'est pas véritablement pris en compte par le système éducatif, et tu penses qu'il faudrait que l'on développe la métacognition en donnant de l'importance, un peu plus d'importance aux procédures. On est au cœur justement d'une construction de l'intelligence. Voilà. L'observation et l'analyse des procédures, on est au cœur de l'intelligence. Tout à fait. C'est donner plus d'importance au résultat, à la manière d'obtenir un résultat que le résultat lui-même. Tout à fait. Et de pouvoir analyser et comparer les différentes procédures. Parce que pour un même résultat, et c'est vrai dans tout le cursus scolaire, il peut y avoir beaucoup de procédures différentes. Plusieurs chemins. On est presque dans le premier principe, la thermodynamique. Voilà. Il y a plusieurs chemins. Tout à fait. Et c'est très intéressant de faire prendre conscience de ces chemins, de pouvoir les comparer et de pouvoir les expliciter. Et ça contribue vraiment à la construction de l'intelligence et à la construction d'outils mentaux, pour reprendre un mot qui est souvent utilisé par mon ami Philippe Mérieux. Bon, pour ce qui est de la pédagogie, je pense il faudra, qu'on le veuille ou non, c'est le vieux problème, Freinet le disait déjà, il faudra qu'on abandonne progressivement, en tout cas, peut-être pas tout le temps, il faudra bien du cours, mais il faudra un jour ou l'autre
et pas trop tard qu'on remette en cause ce principe sacro-saint, l'heure, le cours, la discipline, le prof, et l'enfermement dans ces modes de fonctionnement. On a vu tout à l'heure dans des ateliers d'art plastique par exemple que c'est impossible pour certaines disciplines de le faire en 1 heure et qu'il faut que les profs se bougent, se coopèrent pour pouvoir organiser leur emploi du temps autrement. Et c'est impossible aussi de considérer que le modèle du cours avec le grand groupe soit le modèle définitif, éternel, indiscutable. On voit bien, avec toutes les évolutions qu'on perçoit dans une journée comme celle-ci, que ce modèle-là ne peut plus tenir longtemps. Alors, c'est important aussi de savoir que les élèves aujourd'hui acquièrent une quantité de savoir hors l'école, bien plus que du temps de l'école de Jules Ferry. Je ne dis pas qu'ils apprenaient rien du temps de l'école de Jules Ferry. Les petits paysans, ils savaient comment élever les vaches, les veaux, etc., comment cultiver, ils avaient des savoirs. Mais aujourd'hui, les savoirs acquis à l'extérieur, qui ne sont pas méprisables, qui sont loin d'être négligeables, qui peuvent être même parfois très intéressants, ils sont considérables. Ils deviennent, selon certains de mes amis, plus importants que les savoirs quantitativement, que les savoirs scolaires eux-mêmes, et ils mériteraient d'être davantage pris en compte par l'institution scolaire, ne serait-ce que si on veut lutter contre les inégalités, pour considérer que tous les gamins, tous les parents aussi d'ailleurs, ils savent des choses et qu'on peut les exploiter dans le cadre scolaire sans être complètement enfermés dans des programmes. Pour terminer, Philippe Mérieux dit toujours, et il a raison, j'approuve complètement ça, il faudrait que le système éducatif soit beaucoup plus rigoureux et exigeant sur les finalités, quel homme on veut créer dans la société de demain, et beaucoup plus souple sur les programmes et sur l'organisation. Mais c'est tout un programme de refondation. Voilà, moi je pense qu'il faut refonder l'école. Je ne suis pas le seul, et j'espère que dans l'avenir on trouvera des gens, ou des organisations, des prises de conscience, en dehors des clivages politiques si possible. Et je pense que c'est possible, en tout cas c'est nécessaire, puisqu'une vraie réforme, une refondation de l'école, elle nécessite du temps long, et que le temps des élections, de la succession des élections ne permet pas de réussir une grande réforme. Donc il faudra bien trouver un accord sur les finalités au moins, et sur cette idée de souplesse sur les programmes et sur les contenus. Merci beaucoup Pierre. Merci.